Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, la vidéo sur ma vision personnelle de la permaculture. Donc c'est vraiment ma vision à moi, vous pouvez en avoir d'autres. Je vais vous expliquer un peu les principes de base et surtout n'hésitez pas après à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Bon visionnage à tous. Alors, qu'est-ce que la permaculture? On va déjà prendre la définition du Larousse. Donc, selon Larousse, la permaculture, c'est un mode d'agriculture fondé sur les principes du développement durable, se voulant respectueux de la biodiversité et de l'humain, et consistant à imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels. Elle est économe en énergie et en travail. Bon, déjà, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le début de la définition. Le mode d'agriculture. Car ce n'est pas vraiment un mode d'agriculture, c'est plutôt un mode de vie. La permaculture, déjà, ça a été créé dans les années 70 par un agriculteur japonais, Masanobu Fukuoka, et ça a été théorisé juste après par deux Australiens, donc Bill Mollison qui est un biologiste et David Holmgren, un essayiste. Donc ils ont écrit tous deux des livres, comme le japonais Masanobu Fukuoka, désolé d'écorcher son nom. Donc eux, en fait, ils ont décidé d'écrire sur les principes du développement durable, comme le dit la définition, et ils ont défini trois principes de base. Donc des principes qui sont assez simples à comprendre, mais qu'on va quand même détailler. Donc les trois principes, le premier est prendre soin de la planète, le deuxième qui est prendre soin des gens, et enfin le dernier, la redistribution des surplus. Donc pour moi, prendre soin de la planète, avant tout, c'est travailler pour la planète et pas contre elle. Un scientifique anglais, James Lovelock, a écrit un livre et dit dedans que la Terre est un système physiologique dynamique qui inclut la biosphère et maintient notre planète depuis plus de 3 milliards d'années en harmonie avec la vie. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, il dit que l'ensemble des êtres vivants crée un vaste super-organisme qu'il appelle Gaïa, du nom de la déesse grecque qui personnifie la Terre. Et donc dans ce qu'il veut dire, c'est que la Terre, elle, s'autorégule. Et c'est pour ça en fait qu'elle est encore là. Quand on voit un petit peu tout ce qui s'est passé dernièrement avec le coronavirus, mais pas seulement, avec les tsunamis, avec toutes les catastrophes naturelles qu'il peut y avoir, est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Maintenant, faites-vous votre propre opinion sur ce qu'il dit. Moi, j'ai la mienne. Je ne vais pas débattre trop longtemps là-dessus. Donc, pour revenir à prendre soin de la planète, beaucoup de gens, il y a plusieurs centaines d'années, et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui pensent ça, que la planète a besoin des humains pour survivre. Je pense au contraire que nous sommes plutôt une plaie pour la planète, et que si on venait à s'éteindre, la planète se porterait beaucoup mieux, et son espérance de vie serait beaucoup plus grande. Alors prendre soin des gens, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est assez simple à comprendre finalement, mais il y a différents champs d'action. Que ce soit la disparité au niveau des populations, les plus riches, les plus pauvres, entre certains continents, certaines ethnies. Prenons un exemple simple, les tribus indigènes menacées au niveau de leur habitat. Prendre soin d'eux, ça peut être aussi faire porter leur voix afin qu'ils puissent préserver leur habitat. Ça peut être aussi tout simplement, vous êtes en ville, vous voyez une personne âgée avoir du mal à traverser la route, lui tendre votre coude pour l'aider à traverser. Ça peut être plein de gestes simples ou des plus grosses actions, venir en aide à des personnes pour les aider à construire leur maison parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont des difficultés. Il peut y avoir vraiment énormément de champs d'action. Chacun peut le voir comme il veut. Ça peut être aussi au niveau d'une communauté, aller dans une communauté, les réseaux sociaux et apporter votre aide à certaines personnes qui ne connaissent pas forcément certaines choses et vous serez là pour les guider. Alors, la redistribution des surplus, c'est quoi? Donc ça pourrait paraître simple, mais c'est pas forcément si simple. Donc les fondateurs de la permaculture, ils définissaient ça comme la limitation de la consommation et de la croissance afin d'obtenir un système durable. Pour moi, c'est plus limiter au maximum les pertes. Par exemple, sur notre terrain, sur notre parcelle,
On va planter des légumes, des fleurs, des fruits, et on va se les partager. J'espère que le rendement sera tellement bon, enfin, les récoltes seront tellement bonnes qu'on aura des surplus et qu'on pourra en faire bénéficier à des œuvres caritatives. Donc c'est ça aussi, redistribuer le surplus. Aujourd'hui, le problème c'est on a quand même du mal à ne pas avoir de surplus, et c'est assez compliqué. On peut pas dire je vais planter 100 graines, je vais avoir 100 choux. Non, ça marche pas comme ça. Donc on va planter 150 graines pour avoir au minimum une centaine de choux. Peut-être qu'on va en faire 150, c'est possible, mais il est quand même assez compliqué de prédire combien de ces graines vont germer. C'est aussi ça la beauté de la nature. Aujourd'hui, ça vous paraît peut-être logique ce que je viens de dire, que nous, nos surplus, nous les donnerons à des associations. Mais actuellement, dans le monde dans lequel on vit, dans beaucoup de grandes surfaces, on est obligé de jeter ces surplus. On les met à la poubelle, on met du javel dessus. Donc, il va falloir je pense, nous, mais aussi nos politiques, qu'on revoie un peu notre façon de penser. Parce que je pense que avec tout ce que l'on produit, on pourrait largement s'en sortir. En France, on mange à notre faim, mais il ne faut pas penser qu'à la France, il faut aussi voir les autres pays. Et la redistribution des surplus peut se passer au niveau international. Bon, la redistribution des surplus, c'est pas seulement au niveau alimentaire. On peut le faire aussi pour tous les objets du quotidien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes finalement achètent et dès que ça va plus, allez, on jette, ou s'ils ont envie de changer, ils jettent, ils mettent à la déchetterie. Donc ma femme, il y a plusieurs années, elle a créé un groupe parce que nous, on avait beaucoup de choses dans la maison, ça s'entassait, et on s'est dit, bon, on va essayer de le vendre à une braderie. Bon, finalement, on n'a pas réussi à le vendre, même pour vraiment pas grand chose. Donc on s'est dit, bon, on va tout jeter à la déchetterie. Et finalement, on s'est dit, tiens, ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un. De ce fait, elle a créé un groupe Facebook de dons et de troc, mais vraiment limité aux environs proches, pour éviter aussi que les gens fassent trop de kilomètres. Et on s'est rendu compte que ça marchait très bien, même si c'est pas forcément du don, certaines choses que d'autres personnes veulent se débarrasser peuvent vous servir ou peuvent vous intéresser. Donc évitez de jeter, essayez de voir sur certains réseaux sociaux ou même sur vos voisins, peut-être que vos voisins seraient intéressés. Donc essayez au minimum de jeter, c'est ça aussi la redistribution des surplus, même si là c'est pas forcément des surplus. Moi j'ai envie de changer de table, voilà, avant de jeter ma table, je vais me renseigner autour de moi si ça peut intéresser quelqu'un. Et puis cette table, elle peut être aussi revalorisée comme panneau ou toute autre chose. Donc essayez, au lieu de jeter quelque chose, avant d'aller à la déchetterie, renseignez-vous, vous ferez peut-être un heureux. Donc maintenant on a vu les 3 principes de base. Donc c'est vraiment que de la théorie, mais je pense que c'est important d'en parler. Ensuite, pour ceux qui connaissent un petit peu la permaculture, on entend souvent le mot design en permaculture. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, le design en permaculture c'est hyper important, c'est la base. En fait, si vous voulez vous lancer dans la permaculture, que vous avez un jardin, un grand terrain, même un balcon, le design c'est important, c'est par là qu'il faut commencer. Donc qu'est-ce que le design? Déjà en anglais, design ça veut dire conception. Donc on va conceptualiser votre terrain ou votre parcelle. Donc pour bien faire, au final, il faudrait avoir la possibilité, il faut que vous ayez la possibilité de voir votre terrain sur une année entière. Pourquoi une année entière? Tout simplement pour voir comment votre terrain va réagir sur les 4 saisons. Automne, hiver, printemps et été. Il faut savoir qu'en fait, l'ensoleillement sera totalement différent selon les saisons. Même les vents dominants pourraient éventuellement changer. Donc une fois que vous avez eu la possibilité d'observer votre terrain pendant 1 an, après c'est pas une obligation, n'attendez pas 1 an si vous avez envie de commencer, mais si vous avez la possibilité, faites-le. Après je vous invite, moi, à vous poser au milieu de votre terrain, sur une chaise, au soleil, profitez un petit peu, prenez une feuille, un crayon, et là vous commencez à dessiner votre parcelle, tout ce qu'il y a actuellement. Donc les arbres, les pentes, les points d'eau aussi, parce que c'est important. Il faut que votre terrain, vous le conceptualisez, vous l'imaginez aussi pour qu'il soit beau, mais surtout pratique. Il faut que vous ayez envie d'aller travailler dans votre terrain.
Dans la permaculture, il y a ce qu'on appelle le zoning. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le zoning, ça va de 0 à 5, en sachant que votre maison, c'est le 0, et plus vous vous éloignez, plus le chiffre monte. Donc au mieux, un potager, on va le faire dans la zone 1 ou 2. Parce que plus vous passez souvent sur une parcelle, plus vous avez envie de l'entretenir. Si vous faites votre potager dans la zone 5, donc la zone la plus éloignée, forcément vous allez moins y passer. Donc si c'est moins joli, ça ne vous portera pas à cœur de défricher. Donc le zoning est important. Sur votre dessin, il faut aussi situer l'orientation du soleil, les zones d'ombre et les vents dominants. Parce que les vents dominants peuvent avoir leur importance. Une fois que ce dessin est fait, il faut savoir aussi que ce dessin il est évolutif. Ne vous dites pas, voilà, je fais mon dessin, c'est définitif. Non, non, profite. Enfin, sur le temps, sur 5-6 ans, bah, forcément, votre jardin il va évoluer, mais vos envies aussi vont évoluer. Une fois que votre dessin il est fait, vous allez pouvoir implanter ce que vous voulez. Donc, n'implantez pas quelque chose que vous n'aimez pas. Mettez pas un magnolia si vous n'aimez pas le magnolia. Pareil au niveau du potager. Plantez des choses que vous aimez. Ça va de soi, mais après on vous dit, oh, il faut planter ci, il faut planter ça. Non, plantez ce que vous aimez, ce que vous trouvez joli. Plantez aussi des choses utiles. Il y a certaines plantes qui ont des effets bénéfiques, qui vont être un engrais vert. Donc voilà, le design en permaculture, c'est ça, c'est conceptualiser le terrain, votre potager, même votre balcon. Hein, vous pouvez le faire à toute petite échelle. Et ça vous aidera à voir un petit peu ce que vous voulez. Donc la permaculture au quotidien. Donc comment un peu la vivre finalement? Je vais vous donner quelques cas concrets et un peu moi la façon dont j'essaie de le vivre. Aujourd'hui finalement on est tous acteurs de l'économie mondiale. On a tous, pour la plupart bien sûr, un compte à la banque, ceux qui travaillent nous avons un salaire, on fait des emprunts, on paye la TVA quand on va au supermarché, enfin bref, on est vraiment tous acteurs de l'économie mondiale. Et la permaculture, c'est essayer de replacer le monde naturel au centre des priorités. Ça veut dire que si on vient actionner le levier de l'économie, il faut en même temps actionner le levier de l'environnement. C'est là où c'est assez complexe. Je vais prendre par exemple l'exemple d'un agriculteur en France. Hein. L'agriculteur, aujourd'hui, ce qu'il voit, c'est faire du rendement. Il doit, pour optimiser ses récoltes, il va peut-être utiliser de l'herbicide, il va utiliser des engrais, il va utiliser des graines OGM pour avoir des graines plus puissantes. Bien sûr, c'est pas bon, on sait très bien en permaculture, il n'est pas bon de labourer. Il faut essayer de couvrir les sols, ne pas utiliser d'herbicides, essayer d'avoir le maximum de rendement sans utiliser de produits chimiques. Mais cet agriculteur aujourd'hui, il n'en a pas la possibilité finalement, parce que derrière il a des traites à payer, il doit nourrir sa famille, peut-être sa moissonneuse à payer avec d'autres agriculteurs. Enfin voilà, lui, il est obligé d'avoir sa vision à court terme sur 2, 3, 4 ans. Il ne peut pas réfléchir sur une dizaine d'années à long terme. Il n'a pas la possibilité de se dire, bon voilà, mon terrain, je ne vais pas le labourer parce que c'est pas bon finalement. Si je laboure, je vais tuer la vie du sol, mon terrain il sera moins fertile, je vais le laisser reposer. Il n'a pas cette possibilité-là. Et c'est le problème du monde économique actuel, c'est qu'on n'a plus le temps. C'est toujours, allez, il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Si on lui laissait la possibilité, je suis certain que l'agriculteur le ferait, parce que l'agriculteur aime sa terre, il aime ses légumes, il aime son métier. Moi, la plupart des agriculteurs que je connais, ils sont comme ça, mais ils n'ont pas le choix de penser au rendement. Il ne faut pas voir tout en noir non plus. Il y a quelques agriculteurs qui essaient justement de trouver des solutions pour avoir une agriculture plus durable, en justement labourant sur moins de centimètres. Il faut savoir, en fait, en permaculture, on dit ne pas labourer. Bon, pourquoi ne pas labourer? Pour ne pas tuer la vie du sol, parce qu'en fait, il y a différentes couches dans le sol, et toutes ces couches, elles sont pas forcément compatibles ensemble. Et finalement, petit à petit, elles vont mourir. Donc, pour revenir à notre agriculteur, donc lui, il n'a vraiment pas le temps de travailler.
Donc nous, à notre échelle, donc on n'est pas agriculteur, hein, on a peut-être un petit potager, ou un grand potager, ou un carré potager. Et comment faire justement pour avoir cette vision de la permaculture. Donc la permaculture, on disait, dans la définition du Larousse, la permaculture, c'est un mode d'agriculture qui va utiliser la biodiversité, qui va au final faire comme si c'était la nature qui l'avait fait elle-même. Donc, par exemple, on parle beaucoup du paillage en permaculture. Donc, en quoi ça rapporte à la nature? Bah, tout simplement, si la nature, les oiseaux vont venir déposer des graines en mangeant les fruits, donc ça va faire tomber une graine, et au-dessus de ces graines, naturellement, bah, au bout d'un moment, les herbes vont tomber, le vent va pousser des feuilles, et donc va créer ce paillage. Donc finalement, c'est ça, le paillage, c'est comme si bah, la nature était venue le mettre au-dessus. Donc là, c'est notre action, parce que bah, autour de nous, généralement, on défriche, on retire tout ce qui traîne. La permaculture aussi, c'est essayer au maximum de retirer tous les déchets qu'il peut y avoir de notre potager, de notre jardin. On va avoir des haies, on va avoir bah oui, des feuilles, des branches, de la tonte. Et tout ça, il faut essayer de le revaloriser en créant un compost, en faisant du paillage, en faisant un meule. Et adopter également la permaculture, c'est aussi, on va dire, de travailler un peu moins au potager parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle les mauvaises herbes comme paillage. Fini les corvées de déchetterie. Si vous avez beaucoup de branchages chez vous, investissez dans un broyeur, vous broyez tout, vous l'utilisez en mulch. On parle des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, dans la nature, généralement, pour la plupart, se trouvaient en forêt. Le bois mort tombait au sol et les fruitiers donnent énormément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on conseille de broyer au maximum le bois et ce bois, utilisez-le en paillage sur vos fruitiers et ils seront magnifiques. Il y a beaucoup de petites choses à faire au niveau de la permaculture. Là, je vous ai expliqué vraiment le gros de la théorie. Ce que les créateurs justement de la permaculture voyaient là-dedans. Maintenant, on verra dans d'autres vidéos comment la mettre en pratique. On verra par exemple dans notre prochaine vidéo la création de purins, donc les différents purins, que ce soit ortie, banane, on verra les différents purins qui existent et dans quelle utilisation. Encore une fois, c'est des déchets qu'on pourra valoriser. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc j'espère que ça n'a pas été trop barbant, trop lourd, et que bah, vous avez compris aussi ma façon de voir la permaculture. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, comme j'avais dit au début. Laissez-moi un commentaire hein, si vous avez envie de débattre un petit peu là-dessus, ça sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à suivre notre association sur la page Facebook. Il y a eu beaucoup d'avancées. Nous avons eu l'arrivée de notre petit bouc Zeus, ainsi que le petit lapin Michonne et deux petites poules. On n'a pas encore trouvé les noms, mais ça ne saurait tarder. Donc ouais, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour avoir un petit peu toutes les photos des avancées du terrain. Et de toute façon, je pense qu'on aura bientôt aussi une vidéo pour voir un petit peu tout ce qui a été fait avec les adhérents. Merci à tous et à bientôt.